Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande, en direct donc comme on l'a déjà fait quelques fois, les jardins de mon immeuble, dans lesquels j'ai finalement survécu au couvre-feu du mois d'août, si on n'est pas complètement confiné en Thaïlande, mais quand vous pouviez revivre une vie normale, nous on a un petit peu découvert, parce qu'on avait moins souffert que vous je pense, ici en Thaïlande, du Covid que vous l'année dernière. On avait moins de restrictions, voire pas du tout pendant un certain temps. Mais là, on s'est pris une bonne vague, voilà, couvre-feu, restrictions de déplacement, tout ça. J'ai pas pu donc prendre des vacances, enfin, je peux plus partir en vacances. Mais c'est pas grave. Espérons qu'on va arrêter maintenant de parler du Covid matin, midi et soir. Et en tout cas, ça semble en prendre le chemin chez vous, puisque l'actualité politique semble se réveiller un petit peu. Et c'est pour ça que je suis là, pour en parler un peu, puisque n'oubliez pas quand même que je suis candidat à l'élection présidentielle, même si ça n'a pas l'air de faire beaucoup vibrer les sondages. Donc je regarde un petit peu l'horizon politique et il y a quand même des choses à dire en ce moment. Alors je veux parler aujourd'hui donc de Zemmour, de la primaire écologiste, et puis principalement c'est tout. Je pense qu'on parlera peut-être du piteux spectacle que nous offrent les Républicains dans un autre épisode. Pareil, Le Pen-Macron. Une autre fois. Donc pourquoi Zemmour et les écologistes, c'est quand même les deux sujets sur lesquels je me suis un peu penché récemment. Donc Zemmour, ça fait longtemps que je suis Zemmour, j'ai déjà fait pas mal d'épisodes qui le mentionnent. C'est vrai qu'en ce moment, qu'on le veuille ou non, il prend un espace médiatique de plus en plus important. On parle de sa candidature, il sera à 8% les sondages. Moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Je voulais vous dire, j'ai un angle assez précis aujourd'hui de sujet, c'est je suis un petit peu désespéré de la faiblesse des opposants, en fait, de l'incapacité qu'on semble avoir à contrer un peu cette vague, cet effet Zemmour. Et je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient du fait qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a globalement des débats avec des gens qui essayent de contre-argumenter à Zemmour, en fait, tout le monde a tendance à nier, il y a une sorte de déni du constat. Or, le constat de Zemmour, il est vrai. Sa projection en 2050-2100, elle est discutable, mais son constat sur le fait que la France a changé, sur le fait qu'il y a des quartiers qui sont devenus entièrement colorés. Et d'ailleurs, l'étude que je vous invite à... Alors, j'ai pas étudié en intégralité l'étude France Stratégie. Je remercie Dominique de me l'avoir passé, mais j'ai lu l'article, nécessairement un peu orienté de causeur, qui résume un peu cette étude. J'ai regardé quelques cartes. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il est incontestable aujourd'hui, je dirais, d'acter que la France d'aujourd'hui, effectivement, a beaucoup changé par rapport à la France d'il y a 50 ans, en termes de population, et qu'on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a, alors est-ce que c'est 5 ou 10 millions de personnes d'origine maghrébine, africaine, et vous voyez, il faut pouvoir en parler. Il ne faut pas avoir honte, parce que c'est pas un mal pour eux de les nommer, c'est pas un mal pour nous d'en parler. Et c'est un peu le problème, c'est qu'avec aussi cette interdiction des statistiques ethniques, et finalement peu importe qu'on puisse faire ou pas ces statistiques ethniques, on se rend bien compte que quand on veut se faire une idée du sujet, même sans les statistiques ethniques, avec les statistiques des pays d'origine, c'est ça qui est intéressant dans cette étude, on peut se faire une idée des volumes, on peut se faire une idée des tendances, et puis effectivement après il suffit de se balader dans un certain nombre de quartiers pour se faire aussi une idée du changement. Donc le problème, c'est que souvent les gens qui sont face à Zemmour, et un des classiques opposants, c'est Attali. J'ai vu plusieurs débats Attali-Zemmour. À chaque fois, je trouve Attali vraiment très très mauvais, parce qu'il cherche un peu à nier le constat. Donc par exemple, j'ai déjà vu Attali dire oui mais la France, ce qui marche pas du tout face à Zemmour, c'est les gens qui disent oui mais la France, ça a toujours été un mélange, c'est faux de dire qu'on n'est que en gros des blancs de souche, parce qu'il y a toujours eu du brassage. Il vient de nous expliquer qu'il va nous rappeler au début du XXe siècle les Italiens, les Polonais. Très bien, mais ça répond pas du tout aux angoisses des gens qui s'inquiètent de la colorisation de la France. En plus, c'est répondre un peu hors sujet, c'est pas le sujet, c'est pas parce qu'on a accueilli des Italiens, des Polonais, ou je sais pas quel autre peuple quand même plutôt européen au cours de notre histoire, que ça justifie auprès de ceux que ça inquiète,
presse et que ça inquiète, le fait qu'aujourd'hui on accueille assez en grand nombre des personnes d'origine plutôt, disons, nord-africaine et africaine. Voilà. Donc maghrébine, comme vous voulez, pareil, il ne faut pas avoir peur des mots, marocain, tunisien, algérien. Effectivement, vous me pardonnerez, chers amis africains, mon inculture totale lorsqu'il s'agit de la géographie de l'Afrique, qui fait que je ne vais pas me risquer à citer des noms de pays particuliers. Donc, si vous voulez, là-dessus, je pense que c'est ça, c'est qu'il faudrait déjà finalement arrêter de chercher à contredire Zemmour dans son constat, parce qu'il a raison. Donc forcément, vous prenez le mur à chaque fois, à vouloir opposer à Zemmour votre bien-pensance, ou alors le multiculturalisme, tous ces trucs-là, et il vous attaque, et finalement, il vous... Enfin, à chaque fois, il vous détruit en débat. Bon. En revanche, moi, si j'avais Zemmour en face de moi, je dis, bon, ça va, j'ai compris ton discours, ça fait 10 ans que tu le tiens, donc bon, j'ai compris, je le nie pas, la France a changé, il y a de plus en plus d'immigrés, effectivement, si la tendance se poursuit, c'est... En plus, ouais, moi j'ai pas de problème à dire, alors, est-ce que c'est 10 ou 20%, justement, est-ce qu'on compte les deuxième, troisième générations, mais admettons, vous avez une minorité de la population qui aujourd'hui est minoritaire mais qui grandit et qui, ça je pense qu'il ne faut pas non plus le nier, les stats sont là, ont tendance à avoir une natalité plus importante que les Français de souche. Pareil, on peut parler Français de souche, il va y avoir un bateau qui passe, vu qu'il va complètement me courir, on va le filmer, parce que le mec il a l'air sportif. Il n'y a pas vraiment de législation sur le bruit des moteurs ici. Le mec se fait plaisir. Donc, une minorité qui fait plutôt plus d'enfants que la majorité, forcément, elle va croître. Et peut-être qu'un jour, enfin pas peut-être, mathématiquement, un jour, la minorité dépasse la majorité. Alors, est-ce que c'est en 2050 ? Est-ce que c'est en 2070 ? Est-ce que c'est en 2100 ? D'ailleurs, je suis sûr que si on a débatté, on pourrait comme ça calculer ça. Encore un autre bateau qui arrive là. Putain, c'est là. Il y a peut-être une course. Ah ouais, putain, un autre. Putain, il y a une course, je pense. Regardez, on dirait des mecs qui font la course. Désolé si mes cadrages étaient aléatoires. Je suis en reverse et je peux vraiment pas parler quand il y en a un, vous avez vu, il buvait sa bière tranquille. Donc, si on en discutait déjà, parce que j'ai lu les trucs, mais voilà, vous voyez, c'est les gens, genre, on se base pas sur l'info, on réagit, je vais pas faire la critique de l'info en continu maintenant, mais donc je crois en tête 1,7, 1,8 par femme français de souche, plutôt 2,3 chez les tunisiennes ou marocaines. Alors on pourrait s'amuser, dire à ce rythme-là, dans combien de temps ils seront plus nombreux, et puis pourquoi pas en parler, oui, moi ça me pose pas de problème, justement ça, il faut pouvoir en parler avec Zemmour. Le problème c'est que les gens n'en parlent pas, ils vont toujours tendance à nier ce truc, vous voyez, mais non c'est pas vrai, mais non, et puis ils sont français, bah oui ils sont français, bah oui ils sont français, donc en fait, effectivement il se peut que dans 30 ans ou dans 50 ans, la France soit encore plus colorée qu'elle ne l'est, voilà. Alors de là à envisager une France où les blancs seraient minoritaires, dans combien de temps ? Mais pourquoi pas, parlons-en. Moi ça me pose pas de problème. Mais donc, qu'est-ce que tu proposes Zemmour ? C'est ça le problème. Il y a le constat, il est là. Bon. Zemmour, lui, c'est remigration et puis, je dirais, assimilation forcée, parce que ce que va vous dire Zemmour, a quand même plus sa gueule, c'est que le sujet, c'est pas tant d'être blanc ou pas blanc, c'est que c'est d'adopter la France, vous voyez. Donc, d'ailleurs, ce serait intéressant de lui dire à Zemmour, finalement, toi, tu n'aurais pas de problème si, dans 100 ans, la France est majoritairement colorée, donc que le type blanc est devenu minoritaire, mais que les personnes colorées sont devenues de bons Français, quoi. C'est-à-dire
qu'ils lisent Chateaubriand, ils aiment le général de Gaulle et ils vouent une grande admiration à Napoléon. Ça, sans doute que ça lui irait, vous voyez. Bon, discutons-en, mais on peut dire aussi à Zemmour qu'on a le droit d'avoir d'une part une conception différente de la France, on n'est pas forcément obligé, c'est lui qui a décidé qu'être français c'était lire Chateaubriand, adorer De Gaulle et vouer une admiration sans borne à Napoléon. Bon, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir cette conception de la France déjà, cher Eric, voilà, c'est la tienne, je la respecte. Moi j'ai eu peut-être une autre conception de la France, qui intègre aussi un certain amour de la langue française et de la littérature, mais qui va peut-être, contrairement à toi, ouvrir des bras un peu plus généreux à la culture hip-hop, par exemple, étant moi-même un amateur de slam et donc de hip-hop, même si avec le hip-hop moderne, je vais parfois avoir un petit peu de mal, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui accepte aussi que le monde change et que mes goûts ne sont pas les goûts de tout le monde. Voilà, c'est le genre de choses que je dirais si j'avais Zemmour en face de moi. Et puis donc, remigration. Donc lui, c'est les renvoyer chez eux, alors qu'on sait que parfois il n'y a même plus vraiment de chez eux, même plus du tout. Et l'assimilation forcée, ça marche pas. Ils en veulent pas de ton assimilation, Eric. Tu les fais chier, tu nous fais chier en fait. Tu vois, moi, tu commences à me saouler avec Chateaubriand, en fait, tu vois. Et je pense que Chateaubriand, peut-être qu'il se retournerait dans sa tombe en t'entendant l'utiliser autant que ça. Vous voyez, parce que quand on parle de récupération, c'est ça, toi tu récupères. Zemmour, tu fais de la récupération de grands génies. Je suis sûr aussi que Victor Hugo, d'une certaine manière, se retournerait dans sa tombe à t'entendre si souvent l'utiliser comme ça pour te mettre en valeur, parce que c'est ce que tu fais quand même, à t'identifier, à te réclamer de Hugo, Chateaubriand et autres grands esprits. Donc voilà ce que j'essaierai de dire, moi, à Zemmour et à vous aussi, c'est que ne nions pas son constat. Voilà. Acceptons d'en parler, acceptons de parler de ce sujet, sans que ce soit une insulte pour les gens, pour les Marocains, les Tunisiens, les Algériens qui sont là. Vous êtes là, le pays change. Leur dire, est-ce que vous comprenez que ça peut aussi inquiéter des personnes qui finalement n'ont rien demandé à personne, parce que c'est pas le français d'aujourd'hui qui a été colonisé vos ancêtres. Donc tout ça, on sait bien que c'est un résultat de la colonisation. Parlons-en justement, parlons d'histoire, faisons des réunions, vous voyez, rassemblant des blancs de souche et des pas blancs de souche, faisons des événements qui racontent la colonisation, où on débat, ah oui c'est vrai, ton grand-père il a fait ça, le mien il a fait ça, et voilà, maintenant on est tous les deux là, ouais, puis c'est un peu compliqué en ce moment. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas Zemmour. Donc il faut pas nier le constat, parce que c'est absurde, et vraiment, je suis tellement là de voir des Attali tenir des langues de bois de déni, vous voyez, et puis à la fois, il ne faut pas opposer, effectivement, et c'est pas être obligeant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les gens, ça va mener nulle part, si ce n'est en guerre civile, qui semble être finalement peut-être le vœu d'Éric Zemmour. Il sera peut-être tout content, on le voit là, on imagine Zemmour, le jour où ça va faire la guerre civile, il va être son petit. Vous savez, quand tu rigoles, il ça. Parce qu'il ne sera pas sur le terrain, lui, hein. Donc, je vous l'avais dit. Voilà, bon, assez pour Zemmour. Alors, moi là-dessus, hein, c'est un peu indirectement lié au sujet Zemmour quand même, mais j'avais fait un épisode il y a quelques temps que j'ai pas publié parce que bon, j'avais peur qu'il y ait des choses qui puissent être mal interprétées, mais sur le sujet des quartiers, j'avais un peu quartier, insécurité, parce que c'est pas que l'immigration dans les quartiers, il n'y a pas que ça comme problème, le trafic de drogue, c'est ça, c'est trafic de drogue en fait. Moi je voulais parler légalisation, sans faire d'amalgame, voilà, ok, c'est bon, je considère pas que les Tunisiens ou Marocains sont les uniques responsables de tout ça, puisque comme je disais dans mon petit épisode, le petit Parisien de bonne famille qui fume ses joints et le gars de la télé qui s'en met plein le pif, ils sont bien contents qu'il y ait des dealers, n'est-ce pas? Bon, quel qu'il soit. Donc moi je suis pour, en tant que candidat, puisque n'oubliez pas que je suis candidat, à la légalisation du cannabis. Et je suis même prêt à discuter de la légalisation d'autres drogues, par exemple la cocaïne, car qui dit légalisation dit encadrement, c'est quand même tout ça. Le mot légalisation d'ailleurs est un peu problématique, je préférais qu'on parle d'encadrement de la consommation de la drogue, vous voyez, mais donc qui passe par un cadre légal, donc vente légale, donc contrôle de qualité, donc contrôle de qui consomme, donc bien meilleur contrôle du fait que les mineurs ne consomment pas, hein, parce que ça c'est quand même un drame aujourd'hui, je pense, des dérives, c'est effectivement le fait que les jeunes fument beaucoup trop jeunes, des joints, et que fumer avant 18 ans, moi j'ai commencé à fumer à 18 ans, et j'ai toujours eu un certain contrôle, limite à une période, mais
qui fait que je sais un peu de quoi je parle aussi quand je parle de cannabis, quand je parle d'alcool. Bon, cocaïne, j'ai essayé 2-3 fois, mais jamais été un grand consommateur. Voilà, j'ai eu quelques expériences avec la drogue qui fait que je pense que je peux en parler. Et je suis, après de longues années de réflexion là-dessus, aujourd'hui je suis convaincu qu'il est temps que la France arrête de nier. D'ailleurs, c'est un des problèmes pour, par exemple, pas mal d'aspects que j'aime bien dans le candidat potentiel Michel Barnier, mais là-dessus, il tient sa position électoraliste de droite, niet à la légalisation. Je pense que c'est une absurdité parce que les quartiers, la légalisation, moi je prônerais une légalisation qui implique, si vous voulez, qui intègre dans sa mise en place les dealers actuels. Donc vous avez des gens, parce que c'est une économie énorme, l'économie du cannabis. Okay, on est un des pays qui fume le plus en Europe, donc il faut quand même arrêter dans cette schizophrénie absolue de la France, où on est un des pays qui fume le plus, où c'est quand même globalement toléré, on en voit partout, on voit enfin voilà, j'ai habité en France, j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps, donc arrêtons cette hypocrisie donc hypocrisie de dire que c'est interdit alors que ça n'est quand même pas tant que ça, dans les faits pour le consommateur. Et puis encadrons le trafic, mais donc l'idée c'est que ce soit les gens qui en vivent aujourd'hui, donc les jeunes qui gagnent leur vie en étant guetteurs, en étant vendeurs, en étant... je connais pas tout bien leur truc, mais c'est un trafic assez organisé, enfin, c'est des professionnels les mecs, c'est des professionnels. Le problème c'est vu que c'est illégal, ils doivent se cacher, ils ont les flics sur le dos, ils sont dans un mode qui est un peu mafia, à base de quand il y a un problème, ça se règle avec des armes. Donc il faudrait apaiser tout ça, légaliser tout ça, encadrer tout ça, mais en intégrant, en impliquant, en responsabilisant les gens qui sont aujourd'hui dans le trafic. Et en faisant un débat public. Donc moi, si j'arrivais... ma proposition de candidat, c'est pas de légaliser quand j'arrive au pouvoir, c'est de me donner 5 ans pour organiser la légalisation, avec donc l'implication, en intégrant, en responsabilisant, en faisant des acteurs de cette légalisation, les acteurs actuels du trafic illégal. Voilà, ça c'était une petite proposition comme ça au passage. Et puis donc on va terminer quand même un peu rapidement pour pas trop dépasser les 20 minutes, parce qu'on risque de les dépasser quand même un petit peu, sur la primaire écologiste, parce que sachez que voilà, comme tout le monde, je me préoccupe un petit peu de l'avenir de la planète. Comme tout le monde, je scie entre les moments où je me dis de toute façon c'est complètement mort, profitons tant qu'il est encore temps, et puis les moments où je me dis quand même, faut pas lâcher, allez, faut y croire, faut se battre. Donc j'ai regardé la primaire écologiste, le premier débat, 1h30 hier. Je me suis endormi un petit peu un moment. Alors je voulais faire un commentaire rapide. Alors vu de loin, déjà, première impression, donc vu de loin, vous voyez, parce que je suis, comme vous rappelez, j'aime bien toujours vous montrer un petit peu mon petit canal, il est sympa mon petit canal. D'ailleurs, les écologistes seraient sans doute assez choqués, parce que quand on regarde de près, il n'est pas toujours très propre, j'y mettrai pas le petit doigt dans ce canal. Bon, sur le pont là-bas, vous le voyez peut-être pas très bien, c'est assez amusant, ce pont là, il y a un pont, c'est devenu un peu un endroit à la mode pour se prendre en selfie. Donc maintenant, surtout à cette heure-là, un peu couché du soleil, il y a des dizaines de tailles tout le temps qui se prennent en photo, voilà, sur le pont du canal. Mais donc les écologistes, bien écoutez, donc vu de loin, déjà c'est un petit peu ridicule. Enfin on se dit en fait, ils sont bien petits là, ces 5 personnes derrière leur pupitre, écologistes français, parce que c'est toujours la première réflexion que je me fais. D'ailleurs, donc pas une fois n'a été prononcé le mot Asie, le mot Chine, le mot États-Unis dans le débat. C'est le côté tellement franco-français. C'est vraiment, en fait, pour eux, j'étais presque triste. Je me dis, bon, les mecs, vous êtes quoi ? Vous êtes les personnes qui doivent apporter un peu la voix, un petit peu de l'écologie dans le débat d'une élection dont on sait finalement qu'elle change à rien. Bon, désolé de parler crûment, mais c'est un peu ça. Donc, mais bon, c'est bien, j'ai envie de dire, c'est bien, les mecs, merci, vous êtes là, vous portez une voix qu'il faut quand même, qui a besoin d'être entendue. Soyez pas trop critiques. Mais vous voyez, je les voyais quand même comme pas grand-chose, parce que donc de loin, la France, dans l'enjeu économique, l'enjeu écologique, c'est ça, quand on est en Asie, je vous assure qu'on se dit, l'écologie est un sujet à traiter de manière globale, et c'est jamais quelque chose que j'entends dans le discours des écologistes, jamais. Donc vraiment, quand on sait que la France pèse 1% des émissions du monde entier, c'est bien que vous vouliez être en meilleure santé et manger bio, tout ça. Donc le gars qui a un nom, je me souviens pas, un peu italien, je suis désolé, je me souviens pas de son nom, lui il était bien ridicule, voilà, parce que je voulais faire un petit commentaire sur chacun. Donc lui quand même, il commence en disant j'ai le meilleur CV, quoi. Le mec il doute pas de lui. Moi il y a des fois quand je fais
je m'emporte un peu dans des ratouriers de Thaïlande, ça m'arrive, est-ce que je suis pas un peu illuminé? Quand j'ai vu un mec comme ça m'a rassuré. Je me dis, alors là, c'est bon, quoi. Lui, il est bien illuminé comme il faut, il a écrit 14 livres, donc là, on l'a entendu, et il a les solutions, au malheur du monde, en fait. Et donc, c'est le meilleur, voilà. Donc, lui, c'était le nom qui se finit en I, je suis désolé, un peu à l'italienne, je crois, avec une veste jaune. Voilà. Donc lui, bon, a priori, si je votais à la primaire écologiste, je vais peut-être m'amuser d'ailleurs, pourquoi pas, je crois que je peux peut-être aller voter. Ça coûte 2 euros. Je vais peut-être essayer. Donc je voterai pas pour lui a priori, trop pédant. Le mec il se la pète un peu, quoi, soyons clairs. Bon. Alors après il y a Delphine Bateau. Voilà, elle est stressante. Je suis désolé, mais Bateau, faut que tu te calmes. T'es stressante, quoi, je te jure. C'est l'angoisse. Donc, j'ai pas trop envie de commenter. Bon voilà, elle a pris sa ligne radicale. À la rigueur, c'est même pas sur le fond, Delphine. Et bon, déjà, si, c'est quand même pas très malin d'axer ton discours sur la décroissance. Tu dis toi-même que le terme est peut-être pas le plus adapté. Tu aurais peut-être dû réfléchir à un terme, tu vois. Parce que tu dis la décroissance, c'est pas le déclin, c'est le problème, la décroissance. Il y a un moment où tu as expliqué un peu, c'était intéressant, un moment où tu expliques en fait que la décroissance, c'est pas forcément le déclin, c'est plutôt, je sais plus comment tu l'expliquais. Bon, bah, réfléchis à un terme, tu vois. Je te le dis juste un petit conseil comme ça, Delphine. Arrête la décroissance, ça marche pas, tu vois. Trouve un mot moins négatif. Tu vois, trouve un mot positif qui exprime ta vision d'une société effectivement moins portée sur la consommation et sur l'accumulation de richesses et tout ça. Le développement positif, enfin tu vois, il y a des alternatives, il y a des choses à réfléchir. Alors ensuite on a Éric Piolle. Alors Éric Piolle, je pense qu'il a atteint effectivement son niveau de compétence en tant que maire de Grenoble. Je suis un peu, ouais, ça va, on plaisante un peu, non mais c'est vrai que je pense que c'est un bon maire de Grenoble, hein, de ce que j'ai compris, mais là il n'était pas très à l'aise, je sais pas, je l'ai pas trouvé dans son élément là. Je pense que voilà, il doit rester maire de Grenoble. Je ne pense pas qu'Éric Piolle soit un candidat sérieux pour la présidence de la République. Alors après, est-ce que je vais oublier des gens? Il y avait la petite économiste à droite. Voilà, je vais pas trop parler de ça parce qu'en fait je risque d'être méchant et d'être taxé aussi de misogynie et tout ça. Mais bon, on va dire que j'ai pas été convaincu par cette candidate. Je crois que j'oublie quelqu'un. Donc vous voyez, c'est dommage, hein. Il y avait Bateau, il y avait le Gianconini là, ou Giancovetti, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est pas grave. Là je vais être tracé quasiment de raciste anti-italien, ou de raciste anti-nom qui se finissent par I parce qu'il est peut-être pas du tout italien. Ouh là là, sujet sensible. Et puis donc il y avait Bateau, mais si, il y avait quelqu'un d'autre, il me semble, ils sont 5. Alors lui, Bateau, la petite économiste, j'ai Bateau, Piolle, non c'est bon, je les ai tous. Donc le dernier, donc j'avais pas oublié, Yannick Jadot, bon bah voilà, c'est le seul qui est au niveau, quoi, faut dire ça. Alors dans l'exercice très codifié, vous voyez, dans l'exercice d'une candidature présidentielle, d'une candidature à l'élection présidentielle en France, voilà, il est dans son match, quoi. Yannick, je pense que bon, il va le plier, à mon avis. Mais donc sur le fond, voilà, ça c'est sur les personnalités, voilà, il y en a un, bon, il est plus grand en taille et plus grand en tout, voilà, il n'y a pas trop photo. Moi j'ai appris qu'une chose finalement dans ce débat, c'était un peu le parcours de Jadot, je ne savais pas trop avant, donc il m'a l'air d'avoir été en fait très activiste à base de José Bosé, à base de Greenpeace, et puis il a, je pense, au fur et à mesure des années, mis de l'eau dans son vin, adopté un discours plus consensuel pour essayer de se rapprocher du pouvoir, et bon, on peut pas vraiment lui en vouloir, je pense que le mec... il sera candidat, il va aller faire ses pourcents, peut-être qu'il va réussir à négocier des postes au gouvernement. Il en est là, hein, je pense, il en est là, il va peut-être être un mec qui va peser un peu au second tour et donc il va pouvoir aller... Voilà, je pense que pour la première fois depuis longtemps, la candidature écologiste va être quand même portée par un mec qui a un peu d'épaule, voilà, il m'a l'air d'avoir un peu d'épaule par rapport aux candidats écologistes qui sont succédés voilà, c'est vrai que depuis que je suis les élections, les candidats écologistes, c'est jamais au niveau, quoi, hein. Donc là, ouais, ils vont avoir un candidat au niveau, tant mieux pour eux. Maintenant sur le fond, pas grand chose, quoi. En fait, c'est ça, c'est que sur le fond, il y a quand même pas grand chose, quoi, hein. Pas grand chose de convaincant. Donc sur ce constat, eh bien ma foi, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.